Retour de notre émission, je vous rappelle les deux principaux titres encore à développer. Tout d'abord, dans cette deuxième partie, nous verrons le premier virage dans les groupes, troisième match pour les groupes qui commencent à partir de ce dimanche. Et tous les détails dans quelques instants. Et puis, dans la troisième partie, nous parlerons des à côté de cette CAN et puis les promesses non tenues de l'organisation de la CAN. Avec nous, nos invités, je vous rappelle qu'il y a Georges Gembus, agent de joueur camerounais, mais il est aussi ancien joueur, et puis le jeune journaliste Jason Tanda, qui suit pour nous de près, mais vous travaillez aussi sur un réseau internet, non? Exactement, une émission qui s'appelle Les Réservistes qu'on a lancée avec d'autres journalistes, étudiants. Et voilà, on suit aussi de très près la CAN. Et vous faites une émission spéciale ou pas? On fait une émission spéciale CAN sur Facebook tous les jours à partir de 15h. À partir de 15h, tous les jours? 1h30 de CAN. 1h30 de CAN. Exactement. D'accord. Depuis le début, depuis le 21h. Exactement, depuis le début de la CAN. Ouais. Pour l'interactivité, je vous rappelle que vous pourrez nous faire vos pronostics tous les jours et puis nous donner vos points de vue sur les matchs, par exemple, hier, comme Cameroun-Ghana. Eh bien, j'espère que vous avez été nombreux encore une fois à intervenir sur le Facebook, c'est Africa24 TV, ou sur le Twitter, c'est avec l'hashtag Africa24. Nous allons voir les affiches du jour maintenant. Et maintenant, pendant 3 jours, justement, il y aura 4 matchs pour boucler le tour de groupe. Et pour éviter toute malversation, la CAF, comme l'UEFA ou la FIFA, a décidé que les matchs aient lieu à la même heure. Ce dimanche 30 juin, en groupe A, nous aurons Ouganda-Égypte, le point avec la rédaction. À l'entame de cette troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations, les Pharaons d'Égypte confirment leur rang de leader dans le groupe A. Avec 2 victoires en 2 rencontres, 3 buts marqués contre 0 encaissés, l'Égypte s'est déjà assuré une place en 8e de finale. Mohamed Salah et ses coéquipiers font face ce jour aux Ougandais qui ont manqué d'arracher lors de leur deuxième sortie face au Zimbabwe leur ticket pour le tour suivant. Les Grues d'Ouganda joueront ainsi leur dernière carte ce soir pour ravir la 2e place dans ce groupe ou, au pire, finir parmi les 4 meilleurs 3e de la phase de poule. Après 6 participations et une finale disputée en 1978, l'Ouganda cherche toujours son premier sacre. Une équation qu'elle peut résoudre si déjà ce soir, elle décroche au moins un nul face à la sélection égyptienne, riche de ses 7 trophées. En rappel, les 2 équipes vont s'affronter pour la 10e fois dans l'histoire, avec 8 victoires pour l'Égypte et 1 pour l'Ouganda. Marie-Colette Baba Sagana, et tout de suite nous la retrouvons de nouveau pour nous parler de notre match en groupe A, et pour sauver l'honneur, la RDC sera face au Zimbabwe. Faisons le point également. Au sein du groupe A, rien n'est encore perdu pour les sélections zimbabwéennes et congolaises, notamment la République démocratique du Congo qui a aligné 2 défaites lors de ses sorties dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Contre le Zimbabwe ce soir, les Léopards peuvent déjouer tous les pronostics et arracher une 3e place qui pourrait leur ouvrir les portes des 8e de finale. Une opération des plus compliquées face à un adversaire zimbabwéen qui court aussi après sa première victoire dans cette compétition. Lors de la 2e journée contre l'Ouganda, le Zimbabwe n'était pas favori, pourtant son abnégation et sa combativité lui ont permis de décrocher un nul. Même si les statistiques sur l'histoire des rencontres entre ces 2 équipes donnent l'avantage au Zimbabwe, qui, en 2 matchs, s'est octroyé une victoire et imposé un nul, l'espoir est permis de part et d'autre. Les 2 équipes vont donc devoir mouiller le maillot ce 30 juin au stade éponyme et souhaiter tout aussi fort une victoire de l'Égypte contre l'Ouganda. Voilà, le Zimbabwe n'a pas gagné de match, a plutôt fait match nul, et c'est l'Ouganda qui a gagné son premier match contre l'équipe de la RDC. Alors, nous allons voir les tableaux et je vais demander à notre régie de garder le tableau pendant quelques minutes pour permettre à Jason et Georges de commenter. Donc 21h, stade international du Caire, Ouganda-Égypte, et 21h, stade du 30 juin au Caire, Zimbabwe-RDC. Messieurs, au vu du tableau que vous voyez, qui peut sortir 2e selon vous? L'Ouganda est en très bonne position, mais ça va être compliqué vu qu'il croise l'Égypte. Mais de toute façon, le Zimbabwe, je les vois très mal battre la RD Congo, donc je pense que l'Ouganda restera 2e. Et le Congo devra faire beaucoup d'efforts, vraiment batailler, parce que moi je vois vraiment un match nul entre Zimbabwe et Congo, parce que les 2 équipes, à mon avis, de ce que j'ai vu jusque-là, se valent. Ce serait un échec total, Jason, si jamais la RDC ne gagne pas. Ah oui, clairement. Clairement, ils ne sont pas venus dans cette compétition pour terminer 4e. Je pense que même meilleur 3e, au vu de ce qu'on voit là, ça va être très compliqué. Et après, je rejoins son avis, effectivement, quand on voit
l'Égypte face au Ouganda, je pense que l'Égypte ne va pas vouloir lâcher le pas et va vouloir concrétiser et montrer qu'ils sont clairement favoris lors de cette compétition, qu'ils jouent à domicile, il faut le rappeler. Donc je pense qu'ils sortiront avec les 9 points de ce groupe. Et l'Égypte, pour le moral, pour la psychologie, devrait gagner, finir avec 9 points, selon vous, devant leur public en plus. Je pense pour donner confiance aussi aux joueurs. Ce sera leur volonté, mais je dois vous avouer que sur le premier match, ils ont quand même montré quelques signes de fébrilité. Exactement, tout à fait. Quand même les mettre sacrément en difficulté. Bon, on peut dire, voilà, c'était l'enjeu, c'était le premier match. Des équipes qui veulent aller loin font souvent une très grosse préparation foncière. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, les joueurs sont en fin de saison. Le foncier, on le fait souvent en début de saison. Donc là, il faut refaire un foncier spécifique pour une compétition qui dure 3 semaines à 1 mois. Donc ça fait que les premiers matchs, des fois, les équipes ont beaucoup de difficultés. Donc les petites équipes en profitent. On espère que les Égyptiens quand même vont pouvoir hausser leur niveau de jeu parce que s'ils jouent comme ils ont joué sur les 2 premiers matchs, ils peuvent être en difficulté. Mais bien sûr, leur ambition, ce sera de remporter, d'avoir les 9 points. Oui, l'Égypte, impressionnant quand même pour le deuxième match contre la RDC. Quoi qu'il arrive, après, je pense qu'il y a une certaine forme de préparation qui est faite, à mon avis, auparavant, pour ne pas s'user, en tout cas, lors des phases de poule. L'Égypte a gagné ses matchs sans difficulté pour moi. Il n'y a pas eu effectivement d'effort. C'est la patte de Javier Aguirre aussi. Exactement. Ouais. Lors de cette CAN, on voit que les conditions climatiques jouent énormément sur le physique des joueurs et sur la psychologie aussi. Donc je pense que ne pas se donner lors des premiers matchs de poule et attendre les phases éliminatoires pour augmenter le niveau de jeu, c'est une bonne tactique. Après, sans souffrir, juste une parenthèse, il ne faut pas oublier quand même, les Congolais ont touché, je crois, la barre 2 fois face à l'Égypte. S'il y a des situations de jeu, le Congo aurait très bien pu faire un match nul avec l'Égypte. C'est jouer sur des petites situations. Oui, l'Égypte a dominé, mais méfiance. Oui. Manque de concrétisation, après, c'est ce qui fait défaut à toutes les équipes, malheureusement, de cette CAN. Ça, c'est vrai. Un groupe B maintenant, Madagascar affrontera le Nigeria. Ça va être un match malheureusement pour le Madagascar très difficile. Madagascar qui ne veut pas plier, qui ne veut pas rompre non plus. Présentation de la rencontre où le Nigeria a déjà validé son ticket pour les 8e de finale. Le point avec la rédaction. Après un match nul obtenu face à la Guinée lors de la première journée et une victoire face au Burundi, l'équipe de Madagascar peut-elle continuer de créer la surprise dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Les Barreas vont affronter ce soir les Super Eagles du Nigeria qui, de leur côté, auront à cœur de confirmer leur suprématie dans ce groupe où ils trônent déjà avec 6 points engrangés lors de leurs 2 dernières rencontres. L'enjeu est donc plus important pour les Zébus de la Grande Île Rouge qui, pour une première participation, veulent marquer les esprits. Classée 2e dans ce groupe B, la sélection malgache est à coup sûr qualifiée pour le second tour, même en cas de victoire de la Guinée sur le Burundi. Loin d'être un match sans enjeu, cette rencontre, c'est surtout le choc des extrêmes entre le Nigeria, grande nation de football bardée de 3 trophées continentaux, et le jeune poussé malgache. Madagascar voudra aussi certainement renverser la tendance des scores qui, 2 fois déjà dans l'histoire de leur rencontre, a toujours fait le Nigeria vainqueur. Et puis on vous l'a dit, il y a un 4e match et justement c'est Burundi contre la Guinée. La Guinée qui doit se racheter impérativement, la Guinée entraînée par Paul Putt. Voyons justement la présentation de cette rencontre. Pour son baptême de feu en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, le Burundi a du mal à faire entendre sa voix. Avec 2 défaites en 2 rencontres matérialisées par 2 buts encaissés et 0 au compteur, les Hirondelles ont déjà un pied hors de la compétition. Ce soir contre la Guinée, ce sera l'occasion ou jamais de faire mouche et même tenter, pourquoi pas, de rêver d'un second tour grâce à la formule des meilleurs 3e. Une 3e place que lorgne aussi son adversaire, la Guinée, qui a manqué son entrée contre Madagascar, se contentant d'un match nul. Les carottes sont loin d'être cuites pour ces 2 équipes qui devront puiser dans leurs atouts respectifs pour tenter de s'imposer. Ce 30 juin, au stade de l'Académie militaire du Caire, ce sera la toute première fois dans l'histoire que le Sili guinéen rencontrera les Hirondelles du Burundi. Et nous allons faire la synthèse avec le tableau et je demanderai aussi à la régie de nous garder le tableau pendant quelques minutes. À Alexandrie, Madagascar contre le Nigeria et 18h également, Al Salam, Burundi contre la Guinée. Au classement, Nigeria s'est déjà qualifié, mais derrière ça pousse. Madagascar s'est un peu détaché par rapport au 3e, la Guinée, 1 point et 4e, le Burundi, 0 point. Madagascar avec ses 4 points. Alors messieurs, tout d'abord, nous allons parler de Madagascar-Nigeria. Est-ce que vous pensez que Gernot Rohr a
prêt à lâcher un peu. Non, pas du tout. Je pense que le Nigeria, pour moi, c'est une valeur sûre. On n'en parle pas beaucoup. Mais c'est une des valeurs sûres. Ils ont fait une très belle Coupe du Monde en 2018. Ici, c'était la Coupe du Monde des séjours. En Russie. Voilà, c'était en Russie. Oui, c'est en Russie. Voilà, donc ils étaient sortis par l'Argentine. Avant, c'était au Brésil. Voilà. Naïvement, d'ailleurs, se sont fait sortir. Donc c'est une valeur sûre quand même. Et ils sont sur la lancée de leur Coupe du Monde. Ils ont fait une très bonne entrée. Je pense que voilà, ils devraient s'imposer quand même face à Madagascar. Après, attention quand même à Madagascar qui réalise quand même une très belle surprise. C'est une belle surprise, mais je pense pas qu'ils ont les moyens. Moi, j'ai observé un peu les deux formations évoluer. Je pense que physiquement et tactiquement, les Nigérians sont beaucoup plus matures et beaucoup plus solides. Ils devraient s'imposer assez facilement. Oui, Madagascar n'a rien à perdre. Justement, c'est peut-être l'une des raisons où Jason voulait dire sans doute que bon, ils vont mettre le paquet pour. Moi, je mets mon veto parce que c'est une très belle équipe qu'on voit évoluer. Premier match 2-2, voilà, ils menaient et malheureusement ils se sont fait rattraper. Moi je trouve qu'ils jouent avec leur qualité, cette équipe de Madagascar joue avec ses qualités. Beaucoup de coups de pied arrêtés, on a vu 3 buts, un coup franc et un corner. Voilà. Si on n'a pas les éléments techniques ou tactiques en tout cas pour aller le plus loin possible dans cette CAN, autant jouer sur des phases de jeu arrêtées et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Aujourd'hui ils sont deuxièmes. Voilà. Ils vont jouer face au Nigeria, ça va être très compliqué. Il leur suffit d'arracher le nul pour passer deuxième. Qualification historique pour Madagascar, donc à voir. Moi, je ne donne pas le match au Nigeria, pas tout de suite en tout cas. Ouais. Je pense aussi à Eric Rabé-Sandratana, qui a été joueur au Paris Saint-Germain. Madagascar a fait beaucoup de matchs amicaux aussi, hein, il faut le préciser, Georges. Donc, c'est préparé avec leur entraîneur, M. Dupuis, qui entraîne aussi en région parisienne. Ils se sont préparés. Non, mais c'est ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire il faut donner du crédit à ces équipes qui travaillent pour progresser. Personne ne donnait Madagascar favori dans aucun des matchs qu'ils ont eu remportés. Ceux qui ont suivi quand même la préparation, voilà, on s'est dit, je crois qu'on en avait parlé lors d'une émission, on avait dit voilà, c'est déjà une belle chose pour le pays, la nation malgache de se qualifier pour une Coupe d'Afrique. Ils arrivent, ils ont déjà 4 points. On pourrait considérer que la compétition elle est réussie quoi qu'il arrive pour la suite. Mais c'est un bel exemple. C'est un bel exemple pour des nations qui pensent que voilà, il suffit d'avoir de très gros joueurs pour s'en sortir. Non, il y a une organisation derrière, il y a une vraie préparation. Et comme je le dis souvent, ceux qui oublient de se préparent à être très vite oubliés. Oui. Alors Jason et Georges, vous en conviendrez comme moi-même, beaucoup de joueurs aussi voyagent dans toutes les équipes, hein, sauf bon, peut-être le Burundi moins, l'Angola moins, mais des joueurs malgaches, ils voyagent énormément. Et puis l'entraîneur a fait appel à certains joueurs originaires de Madagascar qui vivent à La Réunion, comme Morel, comme Fontaine, etc. Mais ça fait débat au départ, parce que voilà, il y a les locaux qui estimaient que, il y a des locaux, des anciens qui estimaient que voilà, pourquoi on va aller chercher, entre guillemets, des renforts à l'extérieur, alors que localement, il y avait de quoi construire quelque chose, que la construction, la victoire s'était faite avec certains joueurs. Une fois qu'on va en compétition, on va aller chercher un peu à gauche, à droite. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, les décisions de la fédération, compte tenu des résultats, ils ont fait les bons choix. Oui, bien sûr, c'est important parce qu'à ce niveau, il faut de l'expérience, il faut avoir une expérience internationale, il faut avoir une connaissance quand même du football international. Et c'est ce qui fait qu'avant, les petites équipes comme ça, prêchées par une certaine naïveté, ils se faisaient surprendre. Grâce à ces joueurs qui voyagent, qui ont une certaine expérience, ils fédèrent autour d'eux quand même, et ils partagent leur expérience avec les autres, et ça permet d'avoir quand même une assise et une solidité tactique qui permet d'avoir de bons résultats. Jason, vous avez un mot à dire sur ces binationalités, ces garçons qui vont là où ils veulent jouer, ils peuvent jouer, pardon. Ça a toujours fait parler la binationalité, même chez les jeunes, même aujourd'hui chez les jeunes. Je pense à Ilaï Maraetra qui a marqué le coup franc pour le Madagascar, qui avait joué avec les U19 en équipe de France et qui aujourd'hui se retrouve à Madagascar. Ça a toujours fait débat. Je pense qu'aujourd'hui on devrait plutôt se satisfaire des joueurs binationaux qui ont la possibilité de choisir leur équipe nationale ou bien une autre équipe dans le pays dans lequel ils évoluent. Voilà, aujourd'hui, je rejoins parfaitement. Il faut s'en réjouir. Quand on voit Madagascar, deuxième, je pense avec 4 points. Exactement. Je pense qu'avec des locaux, ça aurait été différent. Très différent. Oui. Messieurs, vous n'avez pas parlé du Bénin de Naby Keita. Donc, pas le Bénin, la Guinée, pardon. La Guinée peut préparer sa valise à partir de ce soir ou non, on peut attendre encore?
Ça va être compliqué parce que ils vont aller chercher cette deuxième place. Face au Burundi, ouais. Il leur suffit d'avoir une plus grosse différence de but, donc juste de marquer deux buts, parce qu'ils sont une différence de -1 au classement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut sortir la calculette. Ça, exactement. Ouais. Madagascar a une différence de +1. Je pense que eux chercheront le match nul face au Nigeria. Après la Guinée, je pense qu'ils ont à cœur de se rattraper lors des phases de poule. Ce serait une victoire pour Paul Putain, qu'on critique tellement. Ouais. Écoutez, déjà, la critique, les entraîneurs, ils sont généralement critiqués. En Afrique, quand vous avez un pays de 10 millions d'habitants, c'est 10 millions d'entraîneurs, donc c'est très compliqué. Mais la Guinée, je pense qu'ils passeront. Le Burundi, tel que je l'ai vu, je pense que la Guinée a largement les moyens de s'imposer. Attention à ce que vous dites, Georges, parce qu'il y a beaucoup de Malgaches qui nous regardent. Vous dites que la Guinée va passer. Non, mais écoutez, il y a toujours... Peut-être le meilleur troisième. Les Malgaches avec 4 points, la Guinée aurait également 4 points. Voilà, la différence de but, ça se jouera qui serait deuxième ou troisième, mais je pense que les deux passeront. Si la Guinée gagne, j'entends bien, avec 4 points, les deux devraient passer. Les deux devraient passer. Alors, messieurs, vous connaissez ces stades, hein, mais bien sûr, où ont lieu les matchs, Stade international du Caire et le stade du 30 juin que nous allons revoir, si vous voulez, et puis le stade d'Alexandrie et Al-Salam, donc 4 stades où vont se jouer les matchs à partir de 18h et à partir de 21h, encore une belle soirée de football pour cette CAN que nous allons vivre, n'est-ce pas, Georges et Jason, pardon. Bien sûr, on s'attend à une belle soirée. Jusqu'ici, voilà, on assiste à des matchs pas toujours très spectaculaires, mais voilà, il y a une belle ambiance autour, il n'y a pas une grosse ferveur populaire dans la tribune, mais on assiste à une belle CAN. Jusque-là, il n'y a pas de réel couac. Il y a eu quelques polémiques autour de l'arbitrage. Il y a eu quelques matchs à ceux d'hier. On a eu 3 matchs à 0-0. On espère qu'aujourd'hui, quand même, compte tenu de l'enjeu et compte tenu de l'importance pour la suite de la compétition, je pense qu'on aura de très beaux matchs. Jason, une dernière question. Vous pensez qu'au niveau de la communication, les organisateurs de l'Égypte n'ont pas demandé aux Égyptiens, n'ont pas lancé suffisamment de messages aux Égyptiens pour aller dans les stades? D'où ces stades vides, pardon. Moi, je pense que c'est juste une question de phase de poule. Je pense que les phases de poule, voilà, c'est comme un petit peu aujourd'hui en Europe. On sait très bien qui va sortir, entre guillemets, premier, deuxième. Après, avec les 4 meilleurs troisièmes, forcément, il y a moins d'engouement lors des phases de poule. Après, je pense que lors des phases d'élimination directe, là, au niveau du public, ça va être très, très chaud. Et puis, cette CAN 2019, franchement, elle est très, très haute en termes de niveau. Je parle physique surtout. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai plus de plaisir à regarder la CAN que la Copa América, tout simplement. Mais tout à fait, ça va de soi. On va marquer une nouvelle pause et on se retrouve tout à l'heure pour la 3e et dernière partie de cette émission. Restez avec nous.